Le texte que nous allons présenter est un extrait d'un Capitaine de 15 ans de Jules Verne. Il s'agit du chapitre 8 de la partie 2. C'est un texte qui a été rédigé en 1878, racontant une histoire qui date de 1873. Les dates ont leur importance puisque la traite puis l'esclavage ont été abolis en Europe depuis 30 ans, un peu moins, et la guerre de sécession s'est terminée il y a une dizaine d'années en Amérique, les personnages étant américains, et le roman en soi traitant justement de cette problématique de l'esclavage. Il s'agit là de la deuxième partie, les aventures à terre. Après les aventures en mer, Dick Sand, dont le nom montre qu'il fait le lien entre la terre et la mer, doit gérer la situation puisque ses compagnons, qui sont eh bien, des Noirs américains, se retrouvent réduits en esclavage, ainsi que lui-même, par des Africains, Afrique sur laquelle il a abordé suite à des erreurs de boussole. Je vous propose la lecture de ce texte. Une cinquantaine de soldats marchaient en tête, une centaine sur chacun des deux flancs du convoi, le reste à l'arrière-garde. Il eût été difficile aux prisonniers de s'enfuir, même s'ils n'avaient pas été enchaînés. Femmes, enfants, hommes allaient pêle-mêle, et les havildars pressaient leurs pas de coups de fouet. Il y avait de malheureuses mères qui, nourrissant un enfant, en portaient un second dans la main qui leur restait libre. D'autres traînaient ces petits êtres sans vêtements, sans chaussures, sur les herbes acérées du sol. Le chef de la caravane, ce farouche Ibn Amis, était intervenu dans la lutte entre Dick Sand et son havildar, surveillait tout son troupeau, allant et venant de la tête à la queue de la longue colonne. Les compagnons de Dick Sand, toujours tenus avec soin en avant du convoi, ne pouvaient avoir aucune communication avec lui. Ils s'avançaient en file, le cou pris dans cette lourde fourche qui ne leur permettait pas un seul mouvement de la tête. Les fouets ne les épargnaient pas plus que leurs tristes compagnons d'infortune. La question qui nous a été posée, la problématique à laquelle nous allons essayer de répondre, sera en quoi la vulgarisation se double-t-elle d'une argumentation ? Pour répondre à cette question, je traiterai le texte en deux parties seulement. Une première partie de la ligne 1 à 15, qui représente la prise de parole du narrateur, la description de la caravane et des sévices que l'on fait subir aux esclaves. Puis dans une deuxième partie, de la ligne 16 à la fin du texte, ligne 40, la prise de parole du personnage principal à l'intérieur de notes qu'il a prises durant son voyage et qui forment son journal intime. Je commence ainsi le commentaire. Nous avons la description de la situation. Ceux qui les gardent sont bien des soldats, c'est-à-dire qu'ils sont armés. Ils sont assez nombreux, une cinquantaine en tête, 100 sur les flancs, le reste, de manière indéterminée, à l'arrière-garde. L'expression une cinquantaine, une centaine montre qu'il y a une certaine indéfinition quant au nombre réel et dessine là aussi une certaine objectivité par l'indéfinition. Le fait que les prisonniers soient dans l'impossibilité de s'enfuir, même s'ils n'avaient pas été enchaînés, montre que cette garde est très serrée, très rapprochée, et qu'elle ne vient que compléter quelque chose qui, de toute façon, les empêchait d'avancer. Il est intéressant de voir que cette phrase est introduite par un pronom impersonnel, il eût été difficile, de manière à rendre, là encore, objectif. Il s'agit pour le narrateur hétérodiégétique externe de bien présenter les faits de manière objective, puisque le but est avant tout de fournir des informations à des enfants. C'est le but de la vulgarisation. Seulement, ce narrateur hétérodiégétique externe, censé être objectif, va passer le relais à une voix que l'on pourrait deviner être celle de Jules Verne, puisque à l'intérieur de cette narration censée être objective, va se dessiner peu à peu une prise de position argumentative. Puisque, en effet, on peut remarquer que les malheureuses mères sont qualifiées de manière subjective, à cause de la place de l'adjectif, de la même manière que les petits êtres sont là aussi qualifiés de manière subjective. On peut retrouver aussi le verbe traîner, qui n'est pas du tout objectif,
Et le fait de relever un détail pathétique, le fait qu'il soit sans vêtements et sans chaussures, sur les herbes acérées, donc qui les coupe, tout cela va venir intégrer de la subjectivité, une prise de position. De la même manière, on retrouve cette subjectivité dans la présentation de l'antagoniste, le Farouche ibn Amis. Là encore, l'adjectif antéposé montre la prise de position de Vernon. Donc, ce personnage va surveiller le troupeau en allant et venant de la tête à la queue de la longue colonne. On retrouve un champ lexical de l'animalité qui va réduire les humains à être moins qu'humains. On peut parler ici d'animalisation, voire de réification, puisque ce sont des objets qu'il s'agit de vendre. Les compagnons de Dixon, dont on parle à la ligne 9, sont ici les Noirs dont il avait la responsabilité. Ils sont tenus avec soin en avant du convoi et ils ne peuvent avoir avec lui aucune communication. Le il va être toujours représenté les compagnons. Ils s'avancent en file, le cou pris dans la lourde fourche, ne leur permettant pas un seul mouvement de la tête. Le démonstratif, cette lourde fourche, est intéressant à noter puisqu'il s'agit bien d'un instrument spécifique. Il faut montrer les instruments utilisés par les esclavagistes dans le cadre de la vulgarisation. Les fouets ne les épargnaient pas plus que leurs tristes compagnons d'infortune. On retrouve ici tous les éléments qui mêlent à la fois l'objectif et le subjectif. On a une information technique, les fouets. On a une information subjective, les tristes compagnons d'infortune. Tout cela va accentuer l'isolement du personnage principal, isolement que l'on va remplir par la présentation de ses notes. Donc, notes qu'il prend pendant l'itinéraire de la Kwanza à Kazunde. On retrouve du coup, là encore, des informations précises, des informations géographiques, puisqu'on nous donne le point de départ et le point d'arrivée. On nous donne le trajet, 200 000. On nous donne aussi le vocabulaire technique. On parle de marche, entre guillemets. Les marches vont être définies juste après. La marche, dans le langage des traitants, était de 10 000 avec halte de jour et de nuit. Donc on a bien des informations objectives. Il est intéressant de noter aussi que Jules Verne adapte le système métrique, il parle de 1000, à la nationalité de son personnage principal, qui est américain. On passe ainsi à la deuxième partie qui sera les informations contenues dans les notes du journal intime du personnage. Journal intime que l'on peut reconnaître, puisqu'il y aura bel et bien l'expression d'une personnalité définie avec le je que l'on retrouvera, des souvenirs à court terme, ainsi que des dates. On n'a pas de lieu puisqu'il ne sait pas où il est. Les notes commencent avec un style très télégraphique qu'on peut noter par rapport à l'ascendette. Donc on a une éviction de tous les systèmes de coordination. Il s'agit juste de lister tout simplement les faits le plus objectivement possible. Dans cette liste, on retrouve des informations ethnologiques puisque on voit comment se procède la rafle, des informations géographiques puisque l'on voit qu'est-ce qui est cultivé, des informations technologiques puisque l'on voit comment est-ce que l'on fait pour traverser un pont, par exemple, avec ce pont flottant formé de troncs d'arbres rattachés avec des lianes, etc. Donc, on a véritablement la volonté de faire passer des informations, de faire passer des connaissances à travers le récit d'aventure. Cependant, on retombe là encore de l'objectivité dans la subjectivité par le pathétique. Deux femmes liées à la même fourche précipitées dans les eaux, l'une portant son petit enfant. Ici, le style télégraphique va accentuer le pathétique par une illusion d'objectivité. Le but est en fait d'attendrir le lecteur pour porter à la persuasion. La note suivante du 11 au 15 mai va montrer un élément intéressant, c'est l'apparition du je. On savait que les notes précédentes étaient bien celles de Dixon, puisque la narration nous l'a dit. Ici, nous avons l'apparition de la première personne du singulier, qui va faciliter à la fois l'identification et accentuer la subjectivité. On obtient du coup un changement total du système narratif.
on passe de la caravane continue sa marche objectif à je calcule qu'il faut encore 10 jours pour atteindre Kazunde. Le système subjectif va se confirmer par l'usage de la ponctuation expressive, ici des points d'exclamation, ainsi qu'une interrogation indirecte, hein, combien auront cessé de souffrir d'ici là, et la subjectivité va se renforcer enfin par l'usage du pronom personnel disjoint moi. Moi, il faut que j'y arrive, j'y arriverai, avec la valeur de certitude que pose le futur. Mais ce jeu va être intégré directement dans le groupe. Nous venons de passer près d'un arbre, point de suspension. La posiopèse est révélatrice, puisque derrière, nous avons ce qui pourrait être une périphrase, était attaché par le cou. On pourrait penser, dans le contexte morbide qui nous est décrit depuis le début, que les esclaves ont été pendus. En réalité, ils ont simplement été attachés, ce qui est presque pire, puisque ils ne sont pas morts rapidement, mais très lentement, de faim. Note suivante, du 16 au 24 mai, le jeu introduit directement la prise de